Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Agile Toolkit. Donc c'est une nouvelle chaîne et ceci est la toute première vidéo de cette chaîne. Cette chaîne traitera principalement de l'agilité en général. Et pour commencer, pour cette toute première vidéo, je vous propose de parler de l'histoire de l'agilité. Alors cette présentation sur l'histoire de l'agilité va s'inscrire dans une série de vidéos. Donc ici vous avez le plan. Aujourd'hui on va faire seulement histoire de l'agilité. Et le but de cette série de présentation, c'est de vous présenter principalement le framework SAFe, qui est le principal framework d'agilité à l'échelle utilisé en entreprise. Et ça s'adresse, ces vidéos, soit à des débutants dans l'agilité, des gens qui veulent en savoir plus, ou à des étudiants en informatique ou en gestion de projet, ou bien à des développeurs qui connaissent déjà un peu mais qui veulent creuser le sujet et comprendre un peu mieux tous les principes derrière l'agilité à l'échelle et notamment tout ce qui est dans SAFe. Donc ici vous avez le plan de toutes les vidéos, mais aujourd'hui on va faire seulement histoire de l'agilité. Donc il y aura deux parties, pourquoi l'agilité, et ensuite je vous présenterai les principales méthodes agiles. Et la partie sur SAFe commencera seulement à partir de la prochaine vidéo. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet, histoire de l'agilité. Donc je vous ai fait une petite frise chronologique. Alors j'ai pas mis les dates exactes, mais je vais vous les dire. Donc j'ai mis une frise chronologique des méthodes de développement logiciel. Donc ça commence en 1956 avec la méthode Waterfall, qu'on appelle en français cascade. Alors pourquoi 1956? Bon, c'est assez logique parce que donc l'informatique a été inventée pendant la Seconde Guerre mondiale par Alan Turing et ses équipes. Donc ils ont créé le tout premier ordinateur. Après ça s'est développé suite à la guerre. Donc après la guerre ça s'est développé, mais ça a pris quand même quelques années à ce que cette technologie puisse se développer et puisse s'implanter dans les entreprises. Mais finalement c'est pas si longtemps que ça, puisque 10 ans après, en 1956, il commençait à y avoir des ordinateurs dans le monde de l'entreprise et des projets informatiques, et on a dû inventer la méthode Waterfall. Ensuite, environ 20 ans après, le cycle en V, qui est très connu, qui est une évolution de la méthode Waterfall. Je ne vais pas trop détailler, je vous présente après dans la suite de la vidéo un peu plus en détail chacune de ces méthodes. Entre Waterfall, cycle en V, dans les années qui ont suivi, il y a eu des tas de méthodes qui ont existé, mais je ne vais pas vous les détailler car cette présentation elle se concentre sur l'agilité. Et l'agilité, la première méthode à être mise en place et popularisée, c'est la méthode Scrum. Ensuite, donc Scrum en 1995. Ensuite, vous avez Extreme Programming en 1999. Ça, c'est pas une méthode, le Manifesto for Agile Software Development, mais c'est un document, un manifeste très important qui synthétise les principes de l'agilité. Ensuite, vous avez le Lean, qui a été inventé à la base pour faire des voitures dans les usines Toyota, je ne sais pas quand exactement, peut-être dans les années 70, mais en tout cas pour l'informatique, ça a été inventé ça a été adapté pour l'informatique en 2003. Ensuite, vous avez les principes du DevOps, donc ça c'est 2008. Ensuite, Kanban, qui là aussi vient des usines Toyota, mais qui a été adapté, popularisé dans l'informatique à partir de 2009. La méthode SAFe qui nous intéresse 2011 et Spotify 2012. Donc là, je vous ai mis ça sur une chronologie. Alors les dates, c'est les dates qui correspondent à la première publication autour de cette méthode, ou la première présentation officielle. Bien sûr, ces méthodes, elles ont été inventées avant. Par exemple, la méthode Scrum a été inventée dès le début des années 90, et c'est seulement en 1995 que le premier livre autour de Scrum a été écrit. Donc ça, c'est voilà, les dates c'est à titre indicatif, hein, c'est pas forcément hyper précis ou exact, et elles sont discutables. En tout cas, ce qu'on voit sur cette frise chronologique, c'est que donc les méthodes agiles sont arrivées d'un seul coup à partir de 1995, et il y en a eu beaucoup.
Ici, donc sont représentées vraiment, toutes ces méthodes sont plus ou moins utilisées dans le monde de l'entreprise, assez connues, assez populaires. Il y en a d'autres en plus qui ne sont pas ici. Et on voit qu'il y en a quand même pas mal et que ça s'est développé assez vite. Alors depuis 2011, il y a pas trop de nouveautés, enfin depuis 2012 plus exactement. Mais bon, c'est normal parce que il y a aussi des nouvelles choses qui sortent et qui existent, mais qui sont pas encore, qui n'ont pas encore été popularisées ou qui sont pas forcément très utilisées. Donc c'est difficile de les mettre dans une frise chronologique parce que je mets que les choses les plus connues ici. Donc maintenant, donc on va voir un peu plus en détail chacune de ces méthodes. En fait, l'idée de cette présentation, c'est que au départ, on a ce qu'on appelle les méthodes prédictives ou les méthodes traditionnelles, donc comme Waterfall ou le cycle en V. Et en fait, il y a eu tout un chemin qui a conduit à l'apparition des méthodes agiles. Donc, je vais d'abord vous présenter les méthodes prédictives, et ensuite on va voir comment on en est arrivé à l'agilité. Donc ici, Waterfall, le principe c'est assez simple, donc ça veut dire cascade. C'est une succession de phases qui se suivent les unes à la suite des autres. Requirements, c'est le recueil des exigences et la rédaction du cahier des charges, si on veut. Design, donc c'est la conception. Par exemple, donc bon, il peut y avoir plusieurs phases de design, mais ça peut être par exemple l'architecture logicielle ou la... Voilà. Ensuite, implémentation de ça, c'est la programmation. Vérification, ça c'est tout ce qui est test. Et ensuite, une fois que le logiciel est en production, bah, c'est la maintenance. Donc ce sont des étapes successives et elles sont toutes cloisonnées et réalisées normalement par des équipes différentes ou des personnes différentes. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui font le recueil des exigences et qui vont programmer ou qui vont faire les tests. Donc ces phases sont cloisonnées, on appelle ça des silos. Et entre chacune de ces phases, il y a des documents qui sont produits et qui servent d'interface de communication entre les équipes qui vont faire la phase d'avant et les équipes qui font la phase d'après. Donc à l'issue d'un requirements, donc du recueil des exigences, il y a product requirements document, bon en français on pourrait dire un cahier des charges. Ensuite, à l'issue du design, on produit un dossier d'architecture qui va être fourni au développeur, qui lui va produire non pas un document mais le logiciel directement. Le logiciel va être fourni aux testeurs qui vont faire un rapport de test. Ensuite, il n'y a pas d'autres documents pour la maintenance, mais il peut y en avoir, ça peut être des tickets de bugs. Et donc un des gros défauts de cette méthode, alors c'est la plus simple qu'on peut imaginer, hein, je pense, c'est inspiré du monde du bâtiment, mais un des défauts c'est que il est très difficile, si on s'est trompé à une phase amont, de revenir en arrière, ou du moins c'est très coûteux. Imaginons qu'au moment de l'implémentation, on se rend compte que y a quelque chose qui a été demandé, qui était donc au niveau des exigences, mais qui n'est pas possible ou beaucoup trop coûteux. Dans ce cas, il faudrait changer les exigences, mais comme ça se produit bien après l'implémentation, peut-être que les gens qui ont recueilli les exigences sont déjà partis sur un autre projet. Donc, et puis même s'ils ne sont pas partis sur un autre projet, bon, il faut les retrouver, leur faire changer leurs exigences, et ensuite il faut refaire un design qui correspond à ça et pour implémenter ensuite. Donc c'est assez coûteux parce que c'est cloisonné en phases bien distinctes, faites par des personnes différentes et à des moments différents. Donc pour résoudre en partie ce problème, il y a le cycle en V qui est très connu aussi, et qui est quasiment la même chose, on pourrait dire que c'est une évolution, mais là aussi c'est des étapes successives qui sont cloisonnées en silos, là aussi interfacées par des documents, mais à chaque étape on va valider que le logiciel correspond bien à ce qui a été demandé.
Et donc il y aura moins d'erreurs et les retours en arrière seront moins coûteux, mais quand même coûteux. Par exemple, juste après le codage, on va faire des tests unitaires, donc ils vont permettre de vérifier que ce qui a été codé va correspondre à la conception. Mais si il y a un problème au niveau des exigences, va quand même falloir remonter tout en haut. Donc ça va être coûteux aussi. Donc en fait, voilà, donc c'est le principal problème, c'est que ce sont des étapes successives et cloisonnées et réalisées par des personnes différentes. Donc ces méthodes quand même, elles ont été utilisées pendant des décennies. Alors donc elles fonctionnent, hein, mais pour certaines raisons qu'on va voir maintenant, on a dû inventer d'autres méthodes qui sont les méthodes agiles. Donc la première raison, c'est que c'est l'impossibilité de tout anticiper. Donc comme je vous l'ai dit, si on se trompe au niveau des requirements et qu'on s'en rend compte qu'à la fin dans la méthode waterfall, c'est assez coûteux de repasser par toutes les étapes. Et en fait, avec la complexité des projets qui augmente, la taille des projets, maintenant il devient impossible de tout anticiper là où c'était possible dans les années 50, 60, 70, parce que les projets étaient beaucoup plus petits. Donc ce qu'apporte l'agilité aussi, c'est une autre répartition des rôles dans la réalisation du projet. Les différentes phases donc, ne vont plus être séparées, mais les développeurs, et alors pas que les développeurs, en fait les équipiers, vont pouvoir participer à plus de phases du projet, de manière à cultiver l'intelligence collective et à ne pas être cloisonné. Donc pour chacun de ces points, je vais vous le présenter un peu plus en détail avec des slides. Ensuite, autre aspect, c'est optimiser le processus de fabrication du logiciel. Et enfin, la troisième raison qui pousse à avoir développé l'agilité, c'est le fait de vouloir livrer plus tôt, pour faire face à la concurrence de toutes les entreprises qui font un logiciel sur le même sujet. Donc, tout d'abord, impossibilité à tout anticiper. En fait, il y a deux choses qui peuvent changer dans un projet en cours de route après qu'on l'ait commencé. C'est les technologies et le contexte métier. Donc dans la méthode Waterfall, normalement, le cahier des charges va définir tout ce que fait le logiciel d'un point de vue fonctionnel, et ensuite le dossier de conception va définir techniquement comment il devra être. Et ensuite, les développeurs vont le programmer pendant un certain temps, mais pendant ce temps, en fait, pendant tout ce temps, les choses peuvent changer en cours de route. Donc les technologies, elles peuvent changer. Alors ça paraît étonnant, mais en fait, dans le monde du développement logiciel, les frameworks de développement changent très vite. Ça peut être tous les 6 mois, par exemple. Par exemple, les frameworks web, et donc ils peuvent devenir même rapidement obsolètes. Par exemple, à une certaine époque, il y avait le framework AngularJS, donc développé par Google et qui a été remplacé par la suite par Angular. Et en très peu de temps, en moins de 6 mois, donc Angular, ça a le même nom, mais le framework est complètement différent, donc c'est pas une simple mise à jour. Donc en l'espace de quelques mois, AngularJS est devenu obsolète. Et il a fallu migrer les projets de AngularJS vers Angular, qui était le nouveau framework. Autre exemple, le développement mobile. Donc les téléphones mobiles, maintenant, c'est dans notre quotidien, on l'utilise tous, tous les jours, mais il y a 15 ans, c'était pas le cas. Le premier iPhone, il est sorti en 2008, je crois. Et avant que le premier iPhone ne sorte et que ça popularise les smartphones, personne n'avait de smartphone ou presque, et les applications étaient développées pour ordinateurs de bureau. Et en fait, petit à petit, les smartphones sont arrivés. Maintenant, les applications doivent être développées principalement pour mobile. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées en ce qu'on appelle mobile first. Et l'ordinateur de bureau ou l'ordinateur portable est délaissé. Voire même des tas d'applications n'ont même pas de version maintenant d'ordinateur.
Et donc ça s'est fait quand même assez rapidement. En quelques années, l'évolution était assez rapide. Alors bon, bien sûr, pour certains projets, c'était quand même une évolution lente, mais pour des gros projets qui se développent pendant quelques années, pendant plusieurs années, il faut pouvoir tenir compte de ces grosses évolutions technologiques. Autre exemple, l'intelligence artificielle, donc là qui est nouveau, qui a quelques années. Maintenant, ça va être intégré dans beaucoup de logiciels. Toutes les entreprises vont vouloir intégrer de l'IA dans leurs logiciels pour proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc il faut être en mesure de l'intégrer rapidement. Et donc on a aussi besoin d'expérimenter tous les nouveaux frameworks, les nouveaux outils qui sont mis à disposition. Donc ça peut pas s'anticiper. Ça se découvre au fur et à mesure, voilà, parce que ça vient du monde extérieur qui bouge très vite au niveau des technologies. Autre chose qui peut bouger, c'est le contexte métier. Donc c'est ce que va faire l'application, ce qui va être demandé par le métier de l'application. Donc qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut amener à des évolutions de contexte métier? Donc ça c'est encore plus, c'est souvent, enfin je sais pas si c'est plus fréquent ou moins fréquent que les changements de technologie en fait, mais donc ce qui est fréquent, c'est que le besoin est mal défini au départ par celui qui demande le logiciel, par celui qui commande le logiciel, le maître d'ouvrage, l'entreprise qui décide de payer pour tel logiciel. Elle peut très bien avoir du mal à définir son besoin, ou alors son besoin peut changer, ou alors le client peut changer d'avis tout simplement. Et autre source de changement, c'est les feedbacks utilisateurs. Si on met une première version à disposition des utilisateurs et qu'ils font des retours et qu'on veut changer comment le logiciel fonctionne, eh bien donc le client va avoir envie qu'on écoute les utilisateurs pour répondre à leurs envies ou à leurs besoins. Donc toutes ces choses-là, dans le modèle waterfall au cycle en V, c'est pas tellement possible de prendre en compte, ou du moins c'est très coûteux parce qu'il faut repasser par toutes les étapes successives. Donc il y a un autre aspect qui est très important, c'est comment gérer la complexité. Donc ici vous avez un petit schéma donc séparé en deux. Les méthodes traditionnelles d'un côté, elles fonctionnent en top-down, c'est-à-dire qu'il y a un plan fait par des chefs entre guillemets, j'utilise le mot chef, ça peut être des chefs de projet, des architectes logiciels, mais en tout cas un petit groupe de personnes qui vont définir donc ce que doit faire le logiciel fonctionnellement et techniquement, donc c'est les premières phases du waterfall, et ensuite les team members, qui sont des développeurs par exemple, vont exécuter ce plan. En fait, le problème de ça, c'est que il faut que les chefs soient en mesure de faire un bon plan et de comprendre tous les aspects fonctionnels et techniques du logiciel. Alors ça pouvait être possible pour des logiciels simples, mais pour des logiciels très complexes qui ne sont pas maîtrisés dans un contexte qui change comme on l'a vu précédemment, c'est très difficile de tout planifier, voire impossible. Donc la complexité fait que c'est pas possible que un petit groupe de personnes puisse tout planifier. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir compter sur l'intelligence collective de toutes les personnes. Donc ça c'est la partie de droite ici, c'est le bottom-up. Donc les team members, eux vont avoir des idées et vont co-construire, on pourrait dire, un plan. Donc les chefs entre guillemets sont toujours là, mais c'est plus eux qui décident de tout, ils vont plus coordonner tous les inputs de l'équipe. Arbitrer si nécessaire ou organiser cette culture de l'intelligence collective de toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Donc voilà, on a ce deuxième aspect. La conséquence, c'est que le développeur va être plus central dans le projet, on va plus souvent lui demander son avis. Il va pas être un simple exécutant, donc il va pouvoir donner son avis sur les aspects techniques, mais même sur les aspects fonctionnels. Donc c'est moins hiérarchique que les méthodes traditionnelles, et la notion d'équipe va devenir beaucoup plus importante. Tout un tas de choses vont être réparties sur toute l'équipe, là où avant ça pouvait être réparti uniquement sur les décideurs, chefs de projet ou architectes. Alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients.
L'avantage, c'est qu'on cultive une intelligence collective, que c'est peut-être plus intéressant pour les développeurs de participer beaucoup plus au projet que s'ils étaient des simples exécutants, ils ont leur mot à dire. L'inconvénient, c'est que c'est aussi une responsabilité pour chacune des personnes qui travaillent sur le projet, et chacune des personnes doit aussi s'intéresser davantage à tout le projet au global, et ne pas seulement programmer du code qu'on lui demande. Donc, autre avantage, ça donne plus de place à la créativité, parce que tous les gens qui participent au projet peuvent proposer leurs idées et peuvent contribuer à la conception, que ce soit technique ou fonctionnelle, du logiciel. Donc, une autre chose qui est caractéristique des méthodes agiles, c'est le processus itératif. Donc, dans les méthodes traditionnelles, type waterfall ou cycle en V, on a les différentes phases représentées ici, requirements, design, implémentation, vérification, qui sont successives et réalisées par des personnes différentes. Dans les méthodes agiles, en fait, ces différentes phases vont être toutes réunies au sein de ce qu'on appelle une itération. Donc c'est une petite période de temps au cours de laquelle on va exécuter toutes ces phases, donc requirements, design, implémentation et vérification, sur une période de 2 ou 3 semaines et sur une petite partie du logiciel. Et une fois que ce sera fait, on va reboucler sur une itération suivante de 2 ou 3 semaines, voire plus, et ainsi de suite. Donc on va construire le logiciel petit à petit, morceau par morceau, avec ce processus itératif. Donc ceci nécessite que toutes les personnes qui travaillent sur chacune des phases, requirement, design, implémentation et vérification, travaillent tout en même temps au sein de la même équipe. Donc il faut que l'équipe ait toutes ces compétences en même temps, mais ce qui permet d'être beaucoup plus flexible. Là où si on se rend compte dans les méthodes traditionnelles au moment de la vérification qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que peut-être qu'il faut revenir au design, donc il faut revenir longtemps en arrière, alors que ici on va pouvoir s'en rendre compte très tôt et on va pas avoir à reconcevoir tout le logiciel et modifier toute l'implémentation. On va le faire seulement sur une petite partie du logiciel. Donc c'est l'avantage de ce processus itératif. Autre aspect introduit par les méthodes agiles, c'est l'amélioration continue. Ça, en fait, toutes les problématiques résolues par les méthodes agiles, en fait, ces problématiques, elles ont été créées par la complexité des projets et la taille des projets. Qui fait que ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Et quand un projet est complexe et de grande taille, et qu'on ne peut pas tout planifier dès le début, on va devoir se lancer avec le processus itératif, mais ça ne sera pas parfait dès le début. Ça ne sera pas forcément parfait dès le début. Si c'est pas parfait, il faut pouvoir l'améliorer en cours de route. On appelle ça l'amélioration continue, on essaye de s'améliorer tout le temps jusqu'à atteindre la perfection si c'est possible. On va vouloir améliorer le processus de développement lui-même, comment l'équipe fonctionne, les technologies utilisées et mises en œuvre dans le projet. Ça, dans les méthodes traditionnelles, si le projet est simple, par exemple les premiers projets dans les années 50 étaient certainement beaucoup plus simples que ceux de maintenant, on peut imaginer qu'il est possible de tout concevoir dès le début en termes fonctionnels, puis en termes techniques, et ensuite de simplement programmer, vérifier, et voilà, que tout est anticipable. Mais ça, c'est pas possible sur les grands projets complexes, d'où l'amélioration continue. Donc il y a un autre aspect qui est aussi très important, qui pousse au développement des méthodes agiles, c'est l'aspect commercial. Fast time to market. Alors le time to market, c'est le temps que met une entreprise à fabriquer son logiciel et à le mettre sur le marché à disposition de ses utilisateurs. Et donc l'entreprise va vouloir réduire ce temps au maximum dans le but de vendre son logiciel pour récolter de l'argent. Donc là, je vous ai mis un exemple vraiment très parlant. Alors ça date un peu de quelques années maintenant, Cyberpunk 2077, un jeu vidéo très connu. Au moment de sa sortie, il y avait plein de bugs, mais l'entreprise, l'éditeur a quand même décidé de le sortir
Pour quelle raison? Parce que c'était juste avant Noël et il fallait absolument qu'ils sortent le jeu vidéo avant Noël pour que les gens l'achètent pour offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Voilà, parce que c'est un jeu populaire. Mais il n'était pas encore fini. Alors ils ont quand même sorti le jeu avec tout un tas de bugs et il y a eu des tas de mises à jour. Et donc la raison, c'est très important, c'est de prendre des parts de marché face aux autres jeux vidéo concurrents, aux autres éditeurs concurrents, et sinon ils devaient attendre un an, le Noël prochain. Bon, il aurait certainement sorti avant, mais ça aurait représenté une perte pour eux. On veut réduire le time to market au maximum pour pouvoir récolter de l'argent et réinvestir dans le développement du logiciel, dans le développement d'améliorations, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ça permet proposer le logiciel le plus rapidement possible à ses utilisateurs. Ça permet d'avoir une meilleure adéquation avec les besoins des utilisateurs aussi, parce qu'on va avoir des retours très vite. Donc tout ça, c'est à combiner avec le processus itératif. Donc dans le processus itératif, on va essayer d'avoir une version de logiciel qui marche assez tôt, même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, de la sortir sur le marché le plus tôt possible. Et donc d'avoir des retours utilisateurs, ce qui va permettre de s'adapter à leur retour, voilà, et pour changer le logiciel éventuellement. Donc l'effet tunnel, en fait, qui est caractéristique des méthodes traditionnelles, c'est le fait que entre le moment où on décide de ce que doit faire le logiciel, donc le recueil des exigences, et le moment où on le met sur le marché, on est comme dans un tunnel où on ne peut rien modifier. Au moment où on fait le recueil des exigences, ensuite c'est l'éditeur du logiciel qui va gérer toutes les phases, sans que les utilisateurs ne puissent avoir accès au logiciel. Donc c'est une sorte de tunnel, on ne peut pas regarder le logiciel, les utilisateurs ne peuvent pas, et on ne le voit qu'à la fin, au bout du tunnel. Donc ça pose un problème si les exigences ont été mal recueillies au début, par exemple, et donc une fois que le logiciel est fini, au bout de plusieurs phases assez coûteuses, les utilisateurs se rendent compte que c'est pas ce dont ils avaient besoin, c'est pas ce qu'ils avaient imaginé, et qu'il faut tout refaire. Auquel cas il faut relancer toutes les phases du waterfall sur l'ensemble du logiciel. Donc ce slide, c'est pour résumer. Donc, à mon sens, les deux points principaux qui sont à retenir dans l'agilité, c'est l'aspect bottom-up, c'est-à-dire qu'on va cultiver l'intelligence collective de toutes les personnes qui travaillent sur le projet de manière à avoir toutes les idées, parce que c'est impossible qu'un petit groupe de personnes, chefs de projet, architectes, puissent tout décider pour tout le monde. Et l'autre aspect très important, c'est le principe itératif. C'est même encore plus important, j'aurais dû le mettre en premier, mais bon, pour des raisons de mise en page, je l'ai mis en bas. Donc là, les différentes phases de fabrication de logiciels sont toutes mélangées et au sein d'itérations assez courtes qui vont permettre de se reposer les questions et de valider certaines choses très régulièrement et de pouvoir s'adapter à tous les changements possibles. Donc ça, c'est ce qui a conduit à l'agilité. C'est les raisons fondamentales qui ont poussé au développement des méthodes agiles. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes méthodes agiles, mais on va être très bref dessus parce que le but de ces vidéos, c'est surtout de présenter Safe. Donc la méthode Scrum, donc, qui est la plus connue et la première dans l'ordre chronologique, sortie en 1995, a été inventé par Ken Schwaber, dont vous avez la photo ici. Donc ces grands principes, c'est le principe itératif, le développement est découpé en sprints en général 2 ou 3 semaines, donc ce qui est assez court. L'amélioration continue est aussi un des grands principes de Scrum. La répartition des rôles, Scrum introduit les rôles de Scrum Master et de Product Owner. Donc, je ne vais pas développer ici, mais on en reparlera plus tard. Et ensuite,
c'est non cloisonné, c'est-à-dire que tous les team members travaillent main dans la main, et surtout l'équipe de réalisation du logiciel possède toutes les compétences nécessaires. Donc je pourrais dire équipe de développement, mais en réalité ils ne font pas forcément que du développement. Ils peuvent faire du test, de la conception et de l'architecture au sein de chaque itération. Donc cette méthode, elle a mis en place des cérémonies, des réunions en somme. Donc vous avez les plus importantes ici. Le but de ces réunions, c'est principalement de gérer l'aspect itératif. Donc au début, on va avoir la planification du sprint. On va décider ce qu'on va faire pendant les 2 semaines à venir si on a des sprints de 2 semaines. Pour cultiver l'intelligence collective au sein de l'équipe, va avoir les daily meetings. Alors on va pas vraiment cultiver l'intelligence collective, c'est plus pour la communication, le daily meeting, parce que c'est un meeting très court de 15 minutes, donc tous les jours. Donc je vais très vite sur la suite, mais à la fin de chaque itération, on va avoir une démo, une revue de sprint, donc qui vont permettre de voir le logiciel et de voir ce qui s'est passé pendant ce sprint. À l'issue de tous ces meetings, on repart ensuite pour 2 semaines, pour une autre itération de 2 semaines où il va y avoir les mêmes meetings. Et la rétro, elle, ça sert à améliorer le fonctionnement de l'équipe dans le cadre de l'amélioration continue. Alors, c'est pas une présentation sur Scrum, donc je vais très vite. Mais je veux quand même présenter toutes les différentes méthodes agiles les plus connues, parce que tout ça est réutilisé dans Safe par la suite. Donc je l'introduis ici. Donc Extreme Programming. Alors cette méthode a été assez populaire au début des années 2000. Maintenant, elle est beaucoup moins utilisée. Pourquoi ça s'appelle Extreme Programming? C'est parce que ça pousse à l'extrême des bonnes pratiques du développement logiciel. Donc ces bonnes pratiques, quelles sont-elles? Le pair programming, le fait de coder à plusieurs en même temps, donc pour s'entraider. Test driven development, donc ça veut dire que le développement va être dirigé par des use cases de test. On va d'abord réfléchir à quel use case de test on va répondre dans ce développement. Donc il va même parfois falloir écrire des tests, comme par exemple des tests unitaires, pour pouvoir automatiser les tests. Donc ça, c'est pleinement intégré au niveau du codage. Le refactoring, donc ça c'est, on pourrait dire, ça rentre dans le cadre de l'amélioration continue. On va améliorer le code en permanence. Cycle rapide de développement pour avoir du feedback, donc ça aussi c'est l'idée de sprint d'itération. Donc inventé par Ken Beck, dont vous voyez la photo ici. Je pense que ces idées elles sont encore présentes, mais l'extreme programming en tant que tel a été un peu délaissé, sûrement parce que c'est un peu trop extrême. Pour bien réaliser toutes ces pratiques, ça demande une certaine discipline et c'est assez coûteux, donc ça peut être assez coûteux, le pair programming, le fait de rédiger des tests, ça prend du temps, le refactoring permanent aussi, c'est moins populaire maintenant. Alors ensuite, toujours dans notre petite chronologie, on arrive sur 2001, donc après quelques années de méthode agile, donc sachant que Scrum a été inventé en 1995, mais c'est pas 1995, c'est pas le début des méthodes agiles. En réalité, le tout premier article sur les méthodes agiles date de 1986, The New Project Development Game. J'aurais dû le mettre dans la présentation, c'est le titre de cet article. Donc là, c'était un article théorique, mais qui donnait un peu le point de départ de l'agilité, on va dire. Donc 1986, 1995, bon après 10-15 ans de méthode agile, vous avez ces personnes qui se sont réunies pour se poser la question comment on doit développer du logiciel.
Et donc je crois qu'ils se sont réunis en un week-end et dans une maison, et bon, ils ont réfléchi, et leur conclusion, le résultat de leur réflexion, c'est une synthèse qui tient en quatre lignes que vous avez ici. Donc individuals and interactions over process and tools. Les individus, les personnes et les interactions sont plus importantes que les outils et les process. Donc en fait, chacune de ces phrases, elle est en deux membres, partie gauche, partie droite, et donc ils expliquent que la partie gauche est plus importante que la partie droite. Donc la première on l'a dite, la seconde, la deuxième, Working Software over Comprehensive Documentation. Donc là on voit bien que le logiciel est mis en avant par rapport à la documentation. Là où dans les méthodes Waterfall ou cycle en V, les documentations sont très importantes, car c'est ce qui permet aux différentes équipes cloisonnées de communiquer et d'interagir entre elles. Et en plus, bien souvent, quand on passe d'une phase à l'autre, l'équipe de la phase précédente travaille sur un autre projet, donc ils peuvent pas forcément se parler, donc c'est pour ça que tout doit être consigné dans des documents. Bon, bah ça, dans les méthodes agiles, c'est moins important. On se base avant tout sur le logiciel. Effectivement, on n'a plus besoin de documents puisque toutes les compétences nécessaires à la réalisation du projet, du recueil des exigences jusqu'au test en passant par le développement et l'architecture logicielle, normalement, donc toutes ces compétences sont censées travailler ensemble au sein de la même équipe pendant toute la durée du projet. Troisième point, Customer Collaboration over Contract Négociation. Donc là, on va vouloir associer à la réalisation du projet, associer plus étroitement les utilisateurs, les clients, de manière à faire un logiciel qui répond au mieux à leurs besoins. Et Responding to Change over Following a Plan, et ben ça veut dire que on va, donc comme je vous l'ai dit, pour gérer la complexité, le contexte qui change, et ben on va s'autoriser à répondre à ces changements, et on va abandonner l'idée, ou du moins la mettre de côté, de faire un plan qui répond à tout dès le départ et qu'on va suivre aveuglément. Donc là, ça illustre bien un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc là, vous avez la liste de tous les auteurs. Bon, c'est très intéressant, c'est tous des gens vraiment très, très forts dans le monde de l'informatique. On retrouve Ken Schwaber qui est l'inventeur de Scrum, Jeff Sutherland qui est le collègue de Ken Schwaber qui a aussi beaucoup contribué à Scrum. Bon, il y a plein d'autres gens connus, je vais pas faire la liste, en plus je les connais pas tous non plus. Martin Fowler qui a un blog sur le génie logiciel, qui est encore actif. Donc voilà, des gens vraiment très en pointe. Ils ont fabriqué ce Manifesto for Agile Software Development qui est vraiment la synthèse de ce que c'est l'agilité. Donc pour moi, c'est la définition de l'agilité. On pourrait résumer l'agilité à ça. Même si bien sûr on pourrait en écrire des pages et des pages, hein, c'est plus complexe que ça, mais ça c'est vraiment la meilleure synthèse à mon sens. Ensuite, après ça, Marie et Tom Popendick ont adapté le Lean qui a été inventé par Toyota. Ils l'ont adapté au développement logiciel. Donc ça reste une pratique agile. Ici, vous avez la liste des grands principes du Lean. Donc, je ne vais pas les détailler un par un, mais si vous les lisez, vous vous rendrez compte que ça colle assez bien à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Et donc, les pratiques Lean ont été introduites aussi dans le monde du développement logiciel. Ensuite, vous avez Cory Ladas qui a appliqué aussi une méthode venue des usines Toyota, le Kanban, au développement logiciel. Alors là, c'est un petit peu différent, mais le Kanban, déjà, c'est pas vraiment, on peut considérer ça comme une méthode, mais c'est plus souvent utilisé comme un outil. C'est le fait de définir des colonnes qui correspondent à toutes les étapes de développement
toutes les étapes nécessaires au développement d'une fonctionnalité dans un logiciel. Donc to-do, planification, développement, test, déploiement, terminé. Bon, on peut imaginer d'autres colonnes différentes. Il peut y avoir des process plus simples ou plus complexes. Et donc ça a été repris de la méthode Kanban qui était déjà utilisée dans les usines Toyota, mais un peu adaptée. Et donc là, chacune des petites boîtes correspond à une fonctionnalité et va se déplacer au sein de ces colonnes. Donc ça permet de visualiser l'état d'avancement de chacune des fonctionnalités. Et ça permet aussi de s'assurer que toutes les fonctionnalités vont suivre les mêmes étapes. Donc ça, c'est très utilisé aussi. Alors ça peut même être une méthode en soi, si on n'utilise que ça. Mais c'est aussi intégré à toutes les autres méthodes. Donc, j'arrête maintenant la chronologie parce que la suite, ça va être... Alors j'aurais pu mettre DevOps aussi, je crois que j'ai oublié, mais c'est pas vraiment une méthode, je ferai peut-être une présentation dédiée sur DevOps. Safe, je ne vais pas le mettre parce que c'est l'objet des autres vidéos. Donc, le modèle Spotify dont je vais parler aussi, je le présenterai aussi après Safe. Ici, cette page, je l'ai trouvée sur internet, c'est une subweb app, une carte du métro de toutes les méthodes agiles. Bon. Ce qui est important de retenir, c'est que toutes les méthodes, elles ont des concepts en commun. Donc elles partagent toutes un certain nombre de concepts. Même cette carte, j'aurais envie de la modifier moi-même. Je pense qu'il y a encore plus de croisements que ça. Bon, après, ça pourrait être illisible. Mais les méthodes agiles, c'est un peu une grande famille qui partage tout un tas de concepts. Donc, ici, je vous ai fait un résumé des différences entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles, que j'appelle méthode prédictive parce qu'on va essayer de prédire via la planification tout ce qui va se passer dans la vie du logiciel. Donc je ne vais pas vous lire chacun des points, mais vous avez un certain nombre de différences. Donc vous pourrez mettre pause sur la vidéo si vous voulez la lire. Bon, ça correspond à des choses qui ont été dites dans la vidéo. Alors le dernier message que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas forcément, faut pas forcément opposer les méthodes agiles aux méthodes traditionnelles. Parce que si on est dans un projet où on est capable de tout planifier dès le début et de dérouler un plan, les méthodes traditionnelles vont très bien fonctionner. Voilà. Les méthodes agiles, bon, elles sont nouvelles, elles correspondent mieux aux... Enfin, nouvelles, en réalité c'est pas si nouveau, mais elles sont plus récentes, elles correspondent mieux aux projets de grande taille et complexes qu'on a de nos jours, mais il ne faut pas non plus jeter les méthodes traditionnelles qui peuvent avoir leur intérêt sur certains types de projets. Donc toutes ces méthodes, c'est comme des outils, et en fait le plus important, c'est d'utiliser le bon outil pour résoudre le bon problème. D'ailleurs, les méthodes agiles elles sont aussi très diversifiées, donc c'est toute une boîte à outils, et on ne va pas forcément tout utiliser dans toutes les situations. Donc là, je vous ai mis quelques références, si vous voulez aller plus loin par rapport à cette introduction qui était quand même assez brève. C'est simple, pour chaque méthode, j'ai mis le premier article ou bien le premier livre qui a été écrit sur le sujet. À noter que pour Scrum, vous avez le Scrum Guide. Donc ça, c'est écrit par l'inventeur de Scrum et son collègue, donc les co-inventeurs, on pourrait dire. Donc ils écrivent un guide qui fait, je sais pas, peut-être une dizaine de pages. Alors je sais plus si la dernière version c'est de 2020 ou s'il y en a une autre. Donc c'est régulièrement mis à jour et c'est très synthétique. Après ici vous avez un livre qui vous décrit la méthode Scrum de Claude Aubry. Alors ce livre, je le pousse parce que c'est quelqu'un du sud-ouest, donc c'est un français, et c'est un très bon livre, donc c'est écrit en français en plus, donc voilà, je vous le recommande, je l'ai lu, c'est très bien, très complet.
Ensuite, deuxième page de référence, le Manifesto for Agile Software Development, je vous l'ai présenté. Ici vous avez des livres sur les autres méthodes. Et ensuite, pour la méthode SAFe, vous avez un livre complet, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc ce livre est pas mal, mais sinon vous aurez la présentation dans les vidéos suivantes. Et voilà, je vous remercie de votre attention dans cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vous présenterai, j'introduirai la méthode SAFe, mais il y aura plusieurs vidéos sur SAFe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci et à bientôt.